configuration. Périmé. Ah bon? Ah ouais. On a... Est-ce que tu m'autoriserais 30 secondes pour faire un message à caractère publicitaire? Un quoi? Un message à caractère publicitaire. Oui. Le jeudi 16 novembre, il y a la projection d'un documentaire au cinéma d'Avalon qui s'appelle Bill Gates, l'Afrique et les OGM. Voilà, donc j'animerai une causerie Voilà. après cette projection. Quelle date? 16 novembre. C'est sur le programme du Cinoche de toute façon. Semaine prochaine. Merci de cette Voilà. de ce flash. Alors, il y en a qui n'était pas là il y a 2 ans. On avait parlé des océans. Il aurait été logique d'enchaîner l'an dernier sur les fleuves, sur le... On a fait autre chose et il y aura quand même quelques petites interférences, hein, c'est évident, entre les fleuves et leur aboutissement naturel, puisque au bout c'est la mer, comme dit une célèbre émission. On va changer d'échelle, parce que je vous ai dit il y a 2 ans que les océans couvraient 70% de la surface terrestre. On change d'échelle, les eaux douces utilisables ne dépassent pas 3%. Utilisables, c'est-à-dire donc celles qui concourent à l'alimentation de nos fleuves. Et sur ces 3%, il n'y a qu'1% de liquide, les autres étant pris dans les glaces. Il paraît que ça va s'arranger, et ça va simplifier un peu. D'abord le fleuve. Est-ce que ce ne serait pas un mot franco-français? Parce que ça ne se retrouve pas dans toutes les langues, hein, cette notion de fleuve-là. Les Anglais disent river, c'est général, au temps de l'Égypte britannique, sur les cartes, il y avait marqué The Nile River. Bon, en allemand, c'est le Fluss qui veut dire le cours d'eau, c'est absolument général. Ou alors on dit le Strom qui veut dire courant, mais ça désigne aussi le courant électrique. Comme vous le savez, il ne faut pas mélanger l'humidité et l'électricité. Enfin, en espagnol et en portugais, le rio, ça se dit de l'Amazone ou du petit pipi qui fraye son chemin dans la Sierra Castillane, hein, indifféremment. Il n'y a que les Italiens qui mettent de la promotion pour tous les cours d'eau avec il fiume. Ils disent que tout est fleuve. Peut-être parce que en dehors du bassin du Pô et de la Dige, au nord, tous leurs cours d'eau sont des petits fleuves qui s'en vont directement à la Méditerranée. Hein. Il n'y a pas beaucoup de bassins structurés. Alors, mais qu'est-ce qu'on désigne avec tout ça? Eh bien, les dictionnaires en français sont sans ambiguïté. Un fleuve, c'est un cours d'eau qui finit dans la mer, mais ils ajoutent souvent formé par la réunion d'un certain nombre de rivières. C'est pas toujours vrai. Il y a des fleuves qui n'ont pas d'affluent. Si vous prenez une île, justement, où ces grands fleuves en milieu aride, eh bien, s'ils arrivent encore à couler dans un milieu désertique, c'est parce qu'ils ont de la réserve, qu'ils ont pris leurs sources très loin dans un milieu très humide, tropical ou équatorial. Vous voyez le Nil, par exemple, qui sort du lac Albert. Mais ils n'ont pas tous donc un bassin avec des affluences, ce qu'on appelle des rivières. C'est pour ça qu'avec la définition du dictionnaire, c'est un peu ahurissant, mais la Veule est un fleuve. Vous connaissez la Veule? La Veule, elle se jette dans la Manche à Veule-les-Roses, charmante petite station de la Seine-Maritime. Elle fait 1,15 km de long. C'est le plus petit fleuve français. Et le plus grand fleuve français, c'est la Loire. Oh, la Loire, elle va nous faire vibrer dans quelques temps. Hein? La douceur en ville. Ces histoires, c'est d'autant plus secondaire, un peu ces histoires de longueur, que c'est toujours un peu hasardeux de mesurer la longueur d'un fleuve. De savoir où il commence. Quand on vous présente une tourbière avec un chevelu de ruisseau et qu'on vous dit c'est là la source, c'est pas toujours évident. De même, quand il sort d'un lac, un lac ça peut rétrécir. Ça rétrécit avec le temps, des fois avec la saison. Donc, et quand il sort d'un marais, c'est un peu pareil. De même à l'embouchure, hein, il fallait déterminer l'embouchure si c'est un grand estuaire qui s'élargit dans l'océan ou de façon béante. C'est le cas du Rio de la Plata en Argentine et Uruguay. Est-ce que c'est un golfe ou est-ce que c'est un estuaire? Mystère est du golfe. Le Saint-Laurent, là, il est baptisé golfe. Le golfe du Saint-Laurent, quand même, on le reconnaît. Puis vous avez des fleuves comme la Léna, comme les fleuves sibériens,
qui peuvent atteindre 20 km à l'embouchure, et on ne voit pas tellement la différence avec l'océan Arctique qui commence. Sur ces 20 km, vous avez parfois un chenal navigable qui se réduit à 60 mètres. Le reste, c'est du sable avec des hauts fonds. Voilà pour la parenthèse. À l'extrême, vous avez aussi l'Okavango, qui est un fleuve de Namibie, qui lui ne finit pas. Il se perd dans les sables. Il a un delta dans les sables et puis il n'y a plus rien. Il est absorbé. Malgré tout, dans un fleuve, il y a de l'eau, c'est bien la moindre des choses. Et c'est le premier besoin physiologique de l'homme, puisque si les océans sont 70% de la surface terrestre, nous avons 70% d'eau dans notre propre corps. Donc le premier besoin, c'est celui-là, c'est la palissade de le dire. Et c'est donc autour des rivières et des fleuves où l'eau était disponible en permanence que les hommes se sont toujours fixés. Mais aussitôt, cet objet naturel, ce cours d'eau, a été aménagé pour se prémunir des excès. Les excès, ce sont les crues, ce sont les tempêtes de l'eau douce, les crues, c'est redoutable, ou alors se prémunir aussi selon les sécheresses. Très tôt, on assiste, et juste au néolithique, c'est-à-dire très tôt, on assiste à un essai de contrôle du lit, on en a retrouvé des preuves archéologiques, et des essais de stockage, les bassines qui commencent. Alors c'est un objet de nature, le fleuve, mais qui est tout de suite devenu un objet social, parce que c'était une ressource. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on distingue deux choses, le système hydrologique ou graphique et le système fluvial. Le système hydrographique, ce sont les données naturelles. Le périmètre des affluents et des sous-affluents, circonscrits par ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux. En dehors de cette ligne de partage, c'est un autre bassin qui commence. Hein. Le système hydrographique, ce sont toutes les données naturelles afférentes au fleuve. Le débit, avec sa rapidité, son volume. La lame d'eau, qui est la portion des précipitations qui est captée directement par le fleuve, c'est-à-dire qui n'est ni évaporée, ni évaporée, ni absorbée par les sols. C'est ça la lame d'eau, c'est ce qui va directement en plus au fleuve. Et à côté, on distinguera le système fluvial, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'histoire des fleuves et des systèmes fluviaux, c'est-à-dire le résultat de l'action et des interférences humaines. C'est toutes les actions, interférences qui peuvent être développées sur un fleuve et sur ses annexes, une fois qu'il est considéré comme une eau qui transporte, une eau qui désaltère, qui nettoie, qui fertilise et qui détruit aussi. Si par exemple, vous avez par exemple ici, voilà ce que c'est qu'un bassin versant, celui de la Garonne, on trace sur la carte la ligne de tous les sources des affluents. D'ailleurs, il n'est pas complet, il manque le Tarn et l'Aveyron. Mais voilà ce que c'est qu'un bassin versant avec tous ces sous-affluents aussi, ce qu'on appelle le chevelu des affluents. La différence entre l'hydrographie et le système fluvial, c'est que l'hydrographie crée le paysage, mais que le système fluvial va créer de la civilisation avec ses interférences humaines. Il y a des civilisations des fleuves, on le verra toute l'année, mais tout au long de ce semestre. Donc les systèmes hydrologiques se définissent par, je vais être rapide là-dessus, parce que un peu austère, la géographie physique des fois. Les notions de base, comme le régime c'est l'origine de l'alimentation, il est lié à la zone climatique. Vous avez des fleuves, des rivières qui sont dites de régime glaciaire, alimentées par la fonte des glaciers. Nivale, alimentée par la fonte des neiges, et là il y en a un peu plus, c'est un peu plus fréquent. C'est ce qui se passe en montagne ou en climat continental, froid. Et la plupart des fleuves, sinon, dans un climat océanique, dans un climat dégradé, tropical, méditerranéen, sont à régime pluvial, c'est-à-dire alimentés uniquement par les pluies. Il y a aussi les eaux souterraines, mais comme elles résultent de l'infiltration, on peut les compter dans le régime pluvial.
Par exemple, il y a une rivière qui est dite de niveau de régime, il y a des régimes mixtes également. Si on vous dit que l'Arve est la rivière de Chamonix qui sort de la vallée de Chamonix, du massif du Mont Blanc, l'Arve est dite à régime niveau glaciaire parce qu'elle est alimentée à moitié par les glaciers du massif du Mont Blanc et à moitié par la fonte des neiges, bien sûr. Bon. La partie glaciaire a tendance actuellement à régresser un peu. Ensuite, il y a le débit. Alors, nos profs de géographie, n'est-ce pas, Françoise, avait une expression qu'on a tous lue, l'école de Martonne et tout. Ils avaient un triptyque qui n'a pas vieilli: érosion, transport, dépôt. C'est-à-dire que le grand responsable de la morphologie des cours d'eau, c'est le pouvoir d'érosion qui dépend de la pente et du débit, bien sûr. Quand le débit est fort, le cours d'eau érode, creuse et il a tendance à creuser son lit. Quand il est faible, il s'essouffle, c'est-à-dire qu'il dépose ses alluvions. Et en général, l'érosion, c'est le fait de la zone amont, quand il a toute sa force. La zone médiane, c'est le domaine du transport déjà et du dépôt des éléments les plus lourds. Et puis en aval, on recueille les sédiments les plus fins. C'est comme ça que le fleuve, dans ses données naturelles, va fabriquer le paysage, parce que cette position des alluvions, cette action d'érosion va déterminer des écosystèmes et des habitats aquatiques. Déjà, ce qu'on appelle la biodiversité, mais déjà au plan végétal. Les chenaux, les îles, les bancs de sable, et ce qui n'existe plus beaucoup chez nous en zone industrialisée, la forêt alluviale, qui autrefois occupait tous les fonds de vallée. Le lit, ça c'est l'emprise du cours d'eau. Ça a pu varier énormément à l'échelle des temps géologiques, mais à l'échelle humaine évidemment. Pour un fleuve donné, on a les preuves, enfin, si on juge par l'analyse des données géologiques que retrouvent les géologues ou les archéologues pour la période d'occupation humaine, on a observé des épisodes de calme et des épisodes de forte activité, et à chaque fois, le lit s'ajustait au débit, au changement du débit, au volume des sédiments déposés, ou ensuite réévacués quand le climat change et que le débit augmente. Et on a fait des découvertes curieuses d'ailleurs avec ces variations climatiques au cours du temps. Par exemple, les villes dans la vallée du Rhône, les Romains, quand ils ont colonisé la Gaule, ont fondé pas mal de villes, comme Vienne, de Saint-Esprit, jusqu'à Arles. Et on constate que ces villes ne sont pas construites à l'écart sur une hauteur protectrice, elles sont en plein dans la plaine alluviale. Et on en a déduit qu'à l'époque, il n'y avait pas d'inondation dans le lit majeur du fleuve. Alors qu'est-ce que le lit majeur? C'est celui de l'extension maximale, où peuvent aller les crues, où peuvent aller les divagations, où il peut faire des bras, des dépôts. Ça s'oppose au lit mineur qui est le niveau d'étiage. C'est ce qu'on appelle l'espace de mobilité des cours d'eau. Et les fleuves autrefois, et de tout temps, on divaguait plutôt, les fleuves qui naviguent, les bonnes celles-là, dans leur lit majeur, c'est-à-dire un lit qui se réajustait constamment. Tenez. Voilà. Ah oui, ça a l'air, ça fait un petit peu pasta pomodoro, ça fait un peu cuisine italienne. Mais vous avez ici le lit majeur du Mississippi, par superposition des cartes de différentes époques. Tout ça, ce sont des bras qui... Voilà le lit actuel, non pas le lit majeur mineur, mais le lit stabilisé qu'on appelle le lit de plein bord, c'est quand il n'est ni trop grand, ni trop haut, ni trop bas. Et voilà les méandres qu'il a successivement occupés puis abandonnés. Vous voyez que ça peut divaguer très fort et c'est ce qu'on appelle l'espace. Et tout ceci, toute cette vallée, là, c'est ce qu'on appelle son espace de mobilité ou de divagation. Ce fait de déposer justement des sédiments un peu partout
et fait que le lit du fleuve a tendance à se surhausser, et des fois il y a des affluents qui peinent justement pour le rejoindre parce qu'ils ne peuvent plus y arriver. Ils sont obligés de suivre la pente, de bifurquer, de suivre la pente du cours d'eau principal jusqu'à atteindre une altitude qui permette enfin de le rejoindre. Il y a un très bon exemple dans notre belle Touraine, c'est un petit affluent de la Loire, voilà, qui s'appelle la Cisse, c'est la rivière de Vouvray, qui est connue non pas pour son eau d'ailleurs. Pétillante. Pas forcément. La Cisse, c'est une rivière qui naît dans le Loir-et-Cher, dans la Beauce glésoise, voilà, et qui descend comme ça, et qui autrefois se jetait dans la Loire ici, vous voyez, posé sur Cisse à peu près par là. La Loire ayant produit énormément d'alluvions à une certaine époque, la rivière a été déviée et regardez son cours. Elle est obligée de suivre. Bon, il faut imaginer que là, ici, il y a le rebord du plateau. Hein. Sur la rive droite, c'est pas comme sur la rive gauche. Il y a un rebord de plateau assez conséquent là-dedans. Donc, si vous êtes à Tours, vous voyez en face Vouvray et Rochecorbon, c'est sur un plateau. Donc, la Cisse a bifurqué. Elle a suivi la vallée de la Loire jusqu'à pouvoir enfin la rejoindre un peu plus bas, là, à une altitude qui était complètement. Des fois, et la Loire, elle sédimente pas mal en Touraine. Et un peu partout d'ailleurs. Alors les cours d'eau, vous l'avez vu, ont toujours divagué. Et il y en a qui sont connus pour ça. Tenez, l'Adour par exemple, c'est seulement au XVIe siècle qu'elle s'est jetée dans l'océan près de Bayonne. Avant, elle partait vers le nord et elle se jetait à Vieux-Boucau, entre Vieux-Boucau et Holzgor. Elle aussi, elle longeait la côte. Et c'est une crue de la Nive qui a fait comme une espèce de bouchon qui l'a déviée, ce que les ingénieurs royaux au XVIe siècle ont également accompagné, en recreusant un lit, parce qu'il fallait protéger le trafic du port de Bayonne. Les bateaux n'y venaient plus. La Loire et la Seine, autrefois, ça formait qu'un seul fleuve. C'est-à-dire qu'il y avait une Loire qui allait vers l'Atlantique, mais la Loire qui naît dans au plateau au Mont-Jardier-de-Jean. La Loire qui coulait vers le nord, se prolongeait au niveau du canal de Briare ou de la vallée du Loing et de la vallée du Loing actuelle, et allait se jeter dans la Seine. Et à l'époque de la surrection des Alpes, il y a 15 millions d'années, il y a eu un soulèvement tectonique qui a fait que la Loire a bifurqué et qu'elle a rejoint la Loire Atlantique. C'est pour ça que vous avez cette forme, on parle toujours du sud et du nord de la Loire en France, mais on pourrait aussi parler de l'est et de l'ouest de la Loire. Nous, quand on dit en Bourgogne, vous êtes où? Nous, on est à l'est de la Loire. On est ni au sud ni au nord. C'est pour ça qu'il y a ce coude à partir de Gien. Et alors, le Pompon, c'est le fleuve jaune, le Huanghe. Le Huanghe, c'est un des plus capricieux des fleuves mondiaux. Il a changé de cours plusieurs fois. Ah tiens, il n'y a plus de fleuve jaune. Il va y avoir une épuration. Il a quitté ton ordinateur. Il y a une péninsule qui s'appelle la péninsule du Shantung, et il coulait au nord, il coulait au sud, et la dernière fois qu'il s'est décidé pour couler au sud, ça a été en 1851, avec un bilan de 500 000 morts. C'est d'autant plus facile qu'il coule dans des terrains tendres, qui sont de la terre arable, le Leus, la zone du Leus, qui est une terre arable assez fertile, mais assez meuble également. Alors donc, je l'ai compris une chose, c'est que sur le plan de la nature, de l'immuable nature, ça n'existe pas. Le changement est la règle depuis des millénaires, et de même que les peuplements biologiques, la biodiversité d'un voisin se modifie au fil des changements environnementaux, même si l'homme n'agit pas sur le milieu. Et c'est pour ça que la dimension sociale des cours d'eau, aujourd'hui, prend toute son importance vu la démarche de protection à laquelle on s'est attelé. La protection des systèmes fluviaux, ça consiste souvent à en faire un patrimoine.
une notion de conservatoire. On privilégie la biodiversité, on va privilégier les zones humides. Remarquez, c'est très humide, c'est très favorable, les zones humides. Ça évite justement les crues, souvent c'est un effet d'absorption. Alors que le cours d'eau a toujours été un espace productif et qu'il le reste dans ses rapports avec l'activité humaine, ce qu'on appelle donc le système fluvial, qui est un support de civilisation. Alors, est-ce que l'homme peut maîtriser le fleuve par rapport à la question se pose par rapport à la mer. À cette question, la Cour a répondu oui pour une fois. Parce que maîtriser la mer, ça voulait dire pouvoir s'y aventurer par des routes qui, nonobstant les conditions de vent et de courant, n'étaient pas trop défavorables, pas trop dangereuses, et empêcher les autres surtout d'y venir. C'était ça, maîtriser la mer. C'était une maîtrise économico-politique et commerciale. Là, la maîtrise physique, il n'en est pas question, bien sûr. Maîtriser un fleuve, alors il a ses colères aussi, il a ses tempêtes, ça s'appelle les crues. Et les crues ont une capacité de nuisance qui est fonction du débit, elles peuvent être violentes, elles peuvent être titanesques, et à l'opposé, le fleuve, il peut être tout à fait insuffisant et cesser d'avoir un rôle fertilisateur par la sécheresse. Mais pourtant, comme il est né du continent et qu'il est situé dessus, il appartient aux terriens. Et pour contrôler le fleuve, on contrôle les territoires qu'il coule, et ce qui lui donne une maîtrise plus ou moins totale. Il y a deux cas de figure particulièrement favorables à la maîtrise. C'est la maîtrise de la source ou des affluents les plus importants. La maîtrise de la source, ça se pose par exemple actuellement au Moyen-Orient, avec la maîtrise des sources de la haute vallée de l'Euphrate. La Turquie a un programme de barrage qui, quand ils seront menés à bien, pourrait assécher carrément vers 2040 l'Euphrate et priver l'Irak d'eau. Parce que la Turquie est située encore dans des zones à forte pluviosité, les montagnes d'Anatolie. Et quand on arrive en Irak, on arrive en zone aride. Et il ne peut plus compter sur autre chose, sur d'autres affluents, l'Euphrate. Idem pour le Tigre. Et il y a aussi la maîtrise de l'embouchure, c'est la liaison avec la mer, on y reviendra. Le fleuve a donc participé toujours à la domination économique, parce que le fait de s'en servir et le fait de le franchir, c'était quelque chose qu'on pouvait taxer. On disait que le fleuve paye l'impôt. C'est la longue histoire des péages fluviaux sous l'Ancien Régime, qui étaient aussi bien pratiqués que sur les routes. Il n'en reste pas moins que la première utilisation, mis à part les besoins proprement humains et personnels, c'est la fécondation des terres, c'est une banalité de le dire, et vous savez que cette fonction première a été à l'origine, dès le néolithique, de grandes civilisations. On parle de l'Égypte, de la Mésopotamie, de l'Asie des moussons, où elle a permis la riziculture. Mais ces civilisations avaient déjà intégré, dans leur cycle agricole, l'intégration des crues cycliques naturelles. C'est pour ça que quand on a privé l'Égypte de Limon par la construction du barrage, du premier éclairage d'Escon, déjà en 1930, quelque chose a été rompu là, en cycle symbolique. Quand je dis la représentation, c'est-à-dire que dans toutes leurs croyances, leur culture, ils avaient aussi une représentation symbolique des crues, des cycles, du fleuve qui était personnalisé. Une chose qui est actuellement moins présente à notre esprit, parce que maintenant on a les surgelés Findus, c'est la ressource alimentaire. La pêche fluviale, dans le cas de la France. Sous l'Ancien Régime, ce n'est pas une activité marginale du tout, c'est une branche importante de l'économie. Elle n'est pas soumise au même droit réservé que la droit de chasse, mais quand même le seigneur a droit de pêche exclusive sur son propre fief. Sinon, en dehors, et le braconnage est sanctionné. Sinon, on peut se servir là où il n'y a pas de droit de pêche exclusif. Pourquoi? Parce que le contexte culturel est un contexte religieux qui détermine une forte pression de pêche. Il y a 146 jours de maigre par an, dont le carême. La pêche ne suffit pas. On commence à parler de surexploitation dès le XIIIe siècle. C'est pour ça que les rois créent la maîtrise des eaux et forêts en 1291,
qui est bien nommé, qui bien sûr consacre une grande partie de son activité à la forêt et à la replantation, mais aussi à la gestion des eaux. Et comme ça ne suffit pas, la pêche, eh bien, on développe l'aquaculture. Ce sont les étangs, les dombes, la Sologne, à partir du XIVe siècle. Tout ça est indispensable parce que le poisson de mer voyage très peu à l'époque. Le poisson d'eau douce, lui, il est transporté vivant dans des tonneaux. Le poisson de mer, il est salé, il est fumé. Et ce qui va faire régresser l'importance de cette pêche fluviatile, c'est le transport du poisson de mer au 19e qui progresse de telle sorte que la rivière perd de son importance. Et dans d'autres régions du globe, surtout dans d'autres civilisations, pour parler aller un peu plus loin, les fleuves ont une telle biomasse, une telle capacité biologique à entretenir une faune piscicole qu'elle va être sollicitée à l'égal de la mer. Je pense aux fleuves russes. Au niveau culinaire, la culture russe est une culture du poisson d'eau douce, beaucoup. Les fleuves sibériens, encore plus. Il y a des peuples qui ne vivent que de ça, comme à côté de l'élevage de rennes, comme les Tchouks et certains Yakoutes. Les fleuves asiatiques, le Mékong, alors là, le Mékong, il est nourricier pour le Cambodge, le Laos et le Vietnam, et les grands fleuves intertropicaux comme le Congo ou l'Amazone. Vous avez sur le Congo des ethnies qui ne vivent que de la pêche. Comme il y a des peuples chasseurs, il y a des peuples pêcheurs, ce qu'on appelle les Ouagéniens, qui ont des systèmes de nasse d'une ingéniosité séculaire. Donc il y aura des peuples pêcheurs, nomades ou sédentaires, qui exploiteront cette... et ce qui est surtout dans le secteur froid, c'est-à-dire Alaska, Canada, Sibérie, Russie, ce qui est surtout sollicité sont les espèces migratrices, sont elles qui concourent le plus. Saumon, anguille, escurgeon et alose, ce sont ces espèces dont l'apport est déterminant. Sur le plan de la ressource et le plan strictement humain, on arrive à une politisation entre guillemets du fleuve en abordant la notion du fleuve frontière. On dit toujours que c'est une frontière naturelle. Je me demande si c'est pas plus. C'est une frontière naturelle dans la mesure où elle est sanctionnée par des conventions, des accords entre États ou entre zones de culture différentes, plus qu'une véritable barrière. Le fleuve, c'est un obstacle, d'accord, mais il n'a pas toujours été déterminant, comme séparateur d'États, comme séparateur de civilisation. C'est plutôt le résultat d'une convention diplomatique plus qu'un cloisonnement réel. Ce qui fait foi souvent, c'est plutôt la ligne de partage des bassins. C'est là où on fixe le plus souvent, plus sur un fleuve, c'est là que beaucoup de conventions diplomatiques ont arrêté les limites des pays. Vous voyez par exemple entre la France et l'Italie, les États italiens, à l'époque c'était les États de Savoie, on prend le bassin du Rhône d'un côté, le bassin du Pô et la ligne de partage au milieu, c'est la frontière. Sur les Pyrénées, c'est pareil, la Garonne d'un côté, le bassin de l'Èbre de l'autre. Et avec un petit scandale, c'est le Val d'Aran. Le Val d'Aran, c'est une petite vallée qui est en Espagne, mais qui outrepasse la limite de séparation des bassins. Parenthèse. Alors, on se réfère souvent pour parler du fleuve frontalier au limès romain. Bon, bah oui, le limès, on se demande maintenant, les dernières découvertes en font état plutôt comme une ligne de péage douanier plutôt que de véritable barrière. Et on dit toujours que les Francs ont pu le franchir en 406 massivement parce qu'on avait affaire à des conditions d'embâcle du fleuve de gel exceptionnelles. Ce qui a permis non pas des petits coups de main comme ils avaient l'habitude, c'est barbare entre guillemets, mais un passage avec armes, bagages et de toute une population. C'était l'embâcle du siècle et c'est resté dans les chroniques. Mais c'est exceptionnel. En revanche, si on les prend dans le sens de la longueur, si je puis dire, les vallées fluviales, c'est des voies d'invasion très efficaces. Parlez-en aux Vikings, qu'on a vu l'an dernier. Dans la tactique, les Vikings danois, dans la tactique, était de remonter les fleuves le plus en amont possible, même dans des petits ruisseaux. Quand on vous dit que
qui remontaient la Cure jusqu'au pied de la butte de Vézelay, on dit, ils avaient des bateaux à fond plat, d'accord, mais ils savaient fractionner les flottes, il y avait des barques de 10 mètres, ça suffisait. Et encore, à la bonne saison, quand il y a de l'eau. Les Danois ont remonté justement tous les bassins fluviaux de l'Europe, depuis l'Irlande jusqu'au Guadalquivir, et pendant ce temps-là, leurs cousins, les Vikings suédois, eux, s'attaquaient au fleuve russe. Nous en ferons une séance spéciale. C'est ce qui a permis le développement. C'est d'ailleurs ces incursions vikings de Suède sur les fleuves russes, de la Volga jusqu'au Dniepr, qui est à l'origine du premier État russe, ce qu'on a la Rousse de Kiev, qui correspond à l'Ukraine actuelle. Alors pour la France, la frontière naturelle, ça nous a toujours bien échauffé, excité, mais c'est un concept qui fait appel justement à la culture orale d'un peuple, qui fait référence au récit à ce qu'on appelle le récit national, et qui est clairement expansionniste. Pour la France, on en parle dès 1642, sous Louis XIII, et même avant, dès le XVe siècle, il y a des poètes du Moyen-Âge qui parlent des rivières qui ferment le royaume, le Rhône, la Saône, la Meuse et l'Escaut. À l'époque, plus à l'est, c'est l'Empire germanique, le Saint-Empire germanique. Et puis, à la Convention en 1793, Danton pose, disons, cette conception comme un manifeste en disant « Les limites de la France sont marquées par la nature, nous les atteindrons des quatre coins de l'horizon, du côté du Rhin, du côté de l'océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République. » C'est une volonté politique qui s'appuie sur une fiction. La fiction d'un destin géographique qui a été fixé naturellement dès l'origine. Vous voyez ce qu'il en est. Et alors il y a le cas du Rhin. Alors ça, le Rhin, notre maladie de Rhin, elle date d'avant le 19e siècle maintenant. Au XIXe siècle, à l'époque du romantisme, les écrivains romantiques français sont fascinés par leurs homologues allemands. Ils sont fascinés par la culture allemande d'abord, vers 1820-1830, début du premier romantisme. Et pour nos romantiques français, le Rhin, ça fait partie de l'Allemagne, ça fait partie de la magie de l'âme allemande, avec ses châteaux, avec sa Loreley, etc., ses paysages merveilleux, ses vignes en pente, tout ça c'est allemand. Et puis il y a une crise diplomatique 1840, du fait d'un ministre des Affaires étrangères particulièrement excité qui s'appelle M. Thiers, qui réussit à nous brouiller un peu avec la Prusse. Et là, les Allemands vont revendiquer le Rhin comme élément de leur espace interne. Ça va donner lieu à la composition d'un hymne qui dit Wart am Rhein, la garde au Rhin, qui sera une sorte de deuxième hymne national, hymne officiel, qu'ils chanteront avec leur hymne non pas jusqu'en 1918, mais bien après, c'est l'hymne des pangermanistes. En fait, les frontières fluviales, qu'elles soient efficaces ou pas, qu'elles soient basées sur des fictions ou non, c'est la métaphore d'un positionnement politique. Exemple, vous avez entendu parler par des journalistes de la ligne Oder-Neisse. Eh bien, rappelez-vous, quand on en était encore à la guerre froide, la ligne Oder-Neisse, qui marque la frontière polono-allemande, à l'est, l'accepter, ça voulait dire qu'on acceptait les résultats des accords de 1945 sans discuter. Je me souviens quand j'étais à Saarbrück, il y avait en Allemagne de l'Ouest, à l'époque, il y avait à la gare souvent des affiches avec une Allemagne divisée en trois, l'Ouest, l'Est, et puis les territoires de l'Est et la Prusse orientale, avec ce message en bas, séparés en trois, jamais. Vous voyez, donc ça avait un sens politique de revendiquer ou de refuser la ligne Oder-Neisse. Et actuellement, des deux côtés, si je puis dire, que ce soit chez les intégristes religieux juifs d'Israël ou chez les intégristes de l'autre côté, il y a un slogan qui dit « du Jourdain jusqu'à la mer ». C'est ça la Palestine, pour délimiter la Palestine. Vous voyez, cette métaphore des frontières naturelles. En fait, actuellement, qu'est-ce qu'il en est des grands fleuves, pour parler que de l'Europe et même de l'Amérique du Sud, même. Les grands fleuves qui ont des bassins partagés entre les États, ce qu'on appelle des États successifs ou des États
frontaliers dans les deux sens, ils sont internationaux depuis la fin du XIXe siècle. Il y a des conventions qui font que le Danube, le Rhin sont des fleuves internationaux qui n'appartiennent à personne quant à leur usage, qui sont ouverts à la navigation libre et au partage raisonné de la ressource en eau. Là c'est plus coton. Alors, ces fleuves, qu'ils soient frontières ou pas, il faut les franchir. Et c'est très simple, à l'origine, pour franchir un fleuve, il n'y avait que le gué. Le gué était très important, donc, pour les lieux de passage stratégiques pour les armées. Et vous savez qu'il y a de nombreuses villes en Europe qui tirent leur nom d'une position sur un gué. Par exemple, Maastricht, c'est le gué sur la Meuse. Oxford, c'est le gué des bœufs, en Angleterre. Francfort, c'est aussi un gué. Dublin, c'est le gué des eaux noires, hein, dans sa transcription gaélique. C'est bien beau le gué, mais il est utile qu'en période d'étiage, hein, l'été. En période de crue, ça ne le fait plus. Heureusement qu'il y a eu les ponts ensuite. Alors, il a fallu des siècles pour que les ponts se banalisent, hein, ce qui est curieux. Sous l'Empire romain, il n'était pas si fréquent et souvent sous forme de pont de bateau. Le pont de bateau, ça s'utilise encore en période de conflit comme solution temporaire. Dans les 2 dernières guerres, hein, le génie de toutes les armées du monde a eu de cesse, pour remplacer les ponts détruits, déjà d'élever des ponts de bateau. Et sous l'Antiquité gallo-romaine, c'était des ponts de bateau qui passaient le Rhône à Vienne, à Tarascon, à Arles ou la Saône à Lyon. Les ponts, c'est autre chose qui nous surprend actuellement. Jusqu'au XIXe siècle, il y avait 3 ponts sur la Seine entre Paris et Rouen. Donc, une ville-pont, c'était une ville importante. Hein. Il y avait un mot tout à l'heure. Et les ponts, dans l'imaginaire des peuples, avaient toujours une place spéciale dans les mythes et légendes. Le pont, c'est une prouesse architecturale. Vous avez vu la difficulté à l'élever, et quelle que soit l'époque, je veux dire, des époques imprégnées de culture religieuse, eh ben on disait ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme, un pont. Celui qui a construit ça s'est fait aider par le diable, il a signé un pacte avec le diable. Il y a énormément de ponts qui ont comme ça une légende qui les entoure, de pont du diable, élevé grâce au diable. C'est très 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 fréquent. Sous le pont passent les bateaux, on en vient donc à la navigation fluviale qui est un des transports primordiaux. Elle est debout là-dedans. Elle est aux origines, cette navigation, de l'implantation, de l'activité de la plupart des grandes villes, qu'elles soient ou non de pont. Et elles sont cette activité fluviale n'est surpassée d'ailleurs que par ces villes d'activité intense sur le plan de la navigation fluviale n'ont été surclassées que par les ports maritimes. Et il faut savoir qu'en dehors des grands fleuves, tous les bassins étaient sillonnés de petites rivières qui portaient des centaines de barques qui remontaient le plus loin possible. On est étonné quand parfois on visite certains sites sur des tout petites rivières qui frisent presque le ruisseau. Et quand on vous dit que là, il y avait des barques qui portaient une barque de 5-10 mètres qui était capable de porter 1 tonne, ou porter un bloc de pierre, et puis ensuite une autre en portait un autre. Le transport était extrêmement fractionné, compartimenté. Pour les passagers, c'est pareil, c'était très important la navigation fluviale. Le coche d'eau, il a assuré le transport des voyageurs depuis le XVIIe siècle. Tout ça a fait naître des catégories sociales qu'on peut appeler les gens du fleuve, qui sont des catégories à part. Déjà sous la Gaule romaine, ça commence avec les nautes à Paris. Vous avez visité peut-être les thermes de Cluny à Paris, les restes de la lutèce gallo-romaine. On a retrouvé une colonne votive dédiée à Jupiter, approuvée par l'empereur, qui porte la marque de l'empereur, qu'on appelle le pilier des nautes, c'est-à-dire qui énumère tous les chefs des corporations et qui parle justement de l'activité sur la Seine.
Ensuite, au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, c'est une multitude de bateliers un peu partout, de mariniers, d'éclusiers, quand arrivent les canaux, de pontonniers, et bien sûr de flotteurs de bois. En Asie, le fleuve, c'est un lieu d'habitat permanent, sous forme de bidonvilles flottants souvent, mais aussi tout simplement de quartiers de pêcheurs. Les pêcheurs, les pisciculteurs, ceux qui élèvent du poisson également dans des viviers souterrains, des viviers subaquatiques, eh bien ils vivent sur l'eau tout simplement, et des fois ça couvre en Thaïlande, alors il paraît que c'est un délire. Sur le Mékong, c'est encore pire. Et en France, et en Chine, sur les fleuves, les bateliers, capital. Les bateliers, c'est une classe sociale en soi qui est à l'origine de toutes les révoltes. Quand le pouvoir commence à branler dans le manche, en cas de succession dynastique, c'est des bateliers que partent les mouvements sociaux. Au XIXe siècle, quand les Anglais et les Occidentaux en général essayent de pénétrer la Chine, la politique de la canonnière, toutes les révoltes, toutes les sectes de révoltés, les confréries, que ce soit les pavillons noirs, les taïbins, ce sont des bateliers, ou des mariniers, des portefeuilles. Ce sont les gens de l'eau, les gens du fleuve. Et quant à Paris, s'il y a un bateau dans les armes parisiennes, c'est pas pour rien. Ça reflète la puissance des marchands de l'eau, la hanse des marchands de l'eau, qui se confond avec la municipalité, tout simplement. À cette époque-là, pour naviguer, il n'y avait pas besoin, la municipalité n'avait pas besoin d'aller d'outre-mer. On avait tout sur place. Alors, mais quelle était la place de la navigation fluviale? On dit que c'était... Le monopole des transports était assuré par la voie d'eau. Quand même pas. Il est vrai qu'en Europe, avant le chemin de fer, le transport terrestre est moins commode, il est plus cher. Il y a des péages, il y a des taxes des États ensuite. Il y a le système de relais de chevaux dont on a parlé l'an dernier, qui doit être organisé. Et ça peut être dangereux, il peut y avoir des zones de brigandage à toutes les époques, d'ailleurs. Donc c'est très cher le transport terrestre. Je prends un exemple très précis, très concret. Un transport de vin de Sienne à Florence au Moyen-Âge, c'est-à-dire 70 km. Eh bien, celui qui l'organise peut compter qu'il abandonnera 60% du prix de son vin en frais de transport. De même, au XVIIIe, Beaune, de Ville-Drapière, commence à devenir vraiment une ville de négoce du vin. Et on a les lettres, j'ai vu les lettres des jeunes commis beaunois que leur famille envoie des marchés en Flandre et en Wallonie. Eh bien, ils n'arrêtent pas de pleurnicher qu'ils sont mal placés, qu'on n'est pas concurrentiel, parce que notre vin à nous, de Bourgogne, il vient par terre, alors que le vin de Bordeaux ou d'Espagne, il vient par mer, chez les Flamands. Donc, il est beaucoup moins cher. Ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours eu en Europe des courants d'échange qui empruntaient la voie de terre. Mais dans les faits, le transport était ce qu'on appelle maintenant multimodal. Les marchandises chères, quand ça valait le coup. Le voyage des élites se faisait par la route, parce que c'était plus rapide. Transport par mer, on a vu des marchandises se gâter, parce qu'en remontant la Loire. Mais c'était plutôt le multimodal. Vous avez un exemple dès l'Antiquité, c'est les routes de l'étain. Elles sont à la fois maritimes, puisque le peuple gaulois des Vénètes va chercher l'étain en Cornouailles britannique, et ensuite le porte dans la basse vallée de la Loire. Elle est ensuite fluviale par la Loire jusqu'à Roanne. À Roanne, on change, tout le monde descend et on essaye de rejoindre la vallée du Rhône, et on descend le Rhône et la Saône et Rhône pour porter cette merveilleuse marchandise, l'étain, sans laquelle les civilisations de l'Antiquité et de la Méditerranée ne peuvent pas produire le bronze. C'est ce qu'on a, la route de l'étain. Les routes de l'étain sont capitales. Il y en a une autre qui vient par la voie purement terrestre, la voie Agrippa, de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Lyon. Et ensuite, de nouveau le bateau. Donc, la voie d'eau est toujours préférée jusqu'au chemin de fer, je vous l'ai dit, d'où l'exploitation systématique d'un bassin fluvial et l'essai de le doubler, de le systématiser, de le rationaliser par des canaux. Ce qui s'étendra ensuite dans une période
période assez longue, puisque au XIXe siècle, alors que le chemin de fer est déjà bien établi, il y a un ministre d'État, dont on parlera, un ministre des Transports, qui s'appelle Fraissinet, ministre de l'Économie, qui va améliorer, qui va avoir un plan d'amélioration des canaux, alors même qu'existe le chemin de fer. Et il aura aussi un plan pour les chemins vicinaux. Donc le transport est en fait toujours multimodal, avec une grosse dominante de voies d'eau jusqu'en 1870. C'est normal, le fleuve c'est la mer qui pénètre au cœur du continent, ça respire par là, il y a des points de changement de mode incontournables, et si on prend la zone navigable d'un fleuve, vous avez 3 zones qui contribuent à en faire un accoucheur de prospérité, un créateur de ville. C'est la tête de bassin d'abord. Qu'est-ce que c'est que la tête de bassin? C'est le point limite amont de la navigation. Par exemple, sur la Seine, c'est la ville de Troyes. La Seine est navigable à partir de Troyes. Donc, ça suffit pour créer un pôle de développement, d'être la tête de bassin. Sur Lyon, c'est Auxerre, comme vous le savez, du Couton. Sur le Tarn, c'est Albi. Sur le Rhin, c'est Bâle. Et sur la Loire, c'est Roanne. Ce sont des villes qui se sont développées à cause de ça. Vous avez l'estuaire. Alors là, c'est une autre zone favorable, puisque c'est la limite de remontée de la navigation fluviale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, vous vous souvenez de ce schéma qu'on avait vu il y a 2 ans? Ça, c'est une position rêvée. Prenons par exemple le bassin Dordogne-Garonne. Vous avez en rouge tout ce qui est remontable par des navires de mer qui amènent toutes les marchandises du monde possible à Bordeaux d'un côté, à Libourne de l'autre. C'est là que se fait le transbordement des marchandises de l'intérieur par les gabarres, par la navigation fluviale, tout ce qui vient du Massif central d'un côté, tout ce qui vient de Gascogne de l'autre. Et ces 2 villes sont donc des points de rupture de charge. C'est une notion capitale dans l'aménagement du territoire, dans l'histoire de l'aménagement du territoire. Alors, pour la Seine, c'est Rouen, vous prenez un bassin. Pour la Loire, évidemment, c'est Nantes. Donc, voilà un point très favorable. Voilà le point idéal pour créer une ville-pont. Donc vous avez le point de rupture de charge et en plus le premier pont en venant de la mer, c'est ça qui arrête les bateaux en général. C'est le pont. À Bordeaux, c'est comment il s'appelle, le grand pont principal de Bordeaux sur la Garonne. Bon, ben ça c'est une position en or. Et il y a des pays à vocation maritime comme les Anglais qui l'ont développé dans tous leurs estuaires. On peut dire en tout cas qu'à l'échelle de l'Europe, le destin économique de l'Europe et sa personnalité se sont construits avec de telles liaisons fluvio-maritimes. Et surtout, les continents, malgré cela, ça n'aurait été rien sans le relais des affluents, qui jouent un rôle aussi important dans les échanges que le grand fleuve. Par exemple, le bassin de la Seine. Braudel avait une expression, il disait « Sans la Seine, l'Oise, la Marne et l'Yonne, Paris ne mangerait pas, ne boirait pas, ni même ne se chaufferait à son aise. » Nous se chaufferait, vous en savez quelque chose, puisqu'ici nous sommes pays du flot. Hein? Et sinon, Braudel faisait allusion à ce qu'on appelle les ceintures, une autre notion, les ceintures d'approvisionnement d'une ville. Une ville à l'époque de l'Ancien Régime, par exemple, avait des activités agricoles autour d'elle, des activités primaires, qui étaient organisées par des ceintures concentriques et plus ou moins élevées. Alors la plus lointaine, c'est la ceinture forestière, le Morvan, la Champagne, les forêts du Perche. À l'intérieur, vous aviez la zone céréalière, les plateaux de l'Abri, par exemple, pour Paris. Encore en dessous, la zone laitière. Il faut quand même que ça soit très près de la capitale pour des raisons de conservation de la marchandise. Et voilà ces ceintures d'approvisionnement qui étaient desservies par des fleuves ou des petites rivières. Par exemple, il y en a une qui a donné son nom à un canal à Paris, il y a un canal de l'Ourcq. Eh bien, il y avait une bonne batterie sur l'Ourcq et ce n'est pas quelque chose de très conséquent dans la rivière de l'Ourcq. Ça joue également sur le long terme des enjeux stratégiques. Par exemple, un des plus beaux axes
d'Europe, c'est l'axe Rhône-Rhin-Mer du Nord. Hein. C'est le plus important réseau d'Europe depuis le monde romain jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, puisqu'actuellement, le Rhin a été équipé à grand gabarit, vous savez, par la France, l'Allemagne et la Hollande pour laisser passer les gros automoteurs, les convois de plus de 3000 tonnes poussées. Tout ça explique qu'on a voulu construire un nouveau cours d'eau, c'est-à-dire par le canal. Hein. Premier objectif, c'était de rendre le fleuve navigable partout, d'où le canal, et surtout toute l'année. Les canaux ne semblent poser des problèmes techniques, évidemment, au niveau des écluses. Est-ce que je vais démettre de niveau ou est-ce que ça ne va pas se déverser? Mais dans toutes les civilisations, on avait acquis une expérience millénaire du contrôle des dénivelés en faisant simplement les premiers canaux qui étaient des canaux d'irrigation, que ce soit à Babylone, que ce soit en Égypte. Et en Europe, on s'en est souvenu de tout ça à partir du XVIIIe siècle. Il y a un véritable engouement par lesquels, d'abord les Anglais en mettent partout, c'est le début de la révolution industrielle en Angleterre, et ils mettent pour transporter le charbon des mines, ils construisent des canaux partout, ils canalisent leurs rivières jusqu'à l'embouchure, et là c'est le cabotage maritime qui prend le relais. Et l'Angleterre étant très à la mode et étant un objet d'admiration des élites à l'époque des Lumières, eh bien, il y a un véritable engouement pour les canaux. Ça a commencé déjà avec Vauban, hein, qui voulait en mettre partout. Si vous lisez ce merveilleux document qui est la description de l'élection de Vézelay, eh bien, il veut canaliser la Cure, il veut canaliser le Cousin, parce qu'il a fait construire des canaux dans les places pour approvisionner les forteresses de la frontière nord, et pour lui, c'est l'idéal pour désenclaver un pays. Il veut en mettre partout. Alors ça va accompagner la révolution industrielle. Tous les canaux que nous connaissons du réseau qu'on nous voyions aux cartes autrefois dans notre enfance sur les murs de la classe, un canal de Gary, canal du Nivernais, de Bourgogne, tous ces canaux-là ont été ébauchés entre 1740 et 1780, interrompus ensuite et terminés au XIXe siècle. Par contre, il y en a un qui a précédé, qui a été une prouesse, c'est le canal du Midi. Ça. Alors comment on en est venu au passage des seuils sur les canaux? Eh bien, l'écluse n'a pas toujours existé, bien sûr. On attribue l'écluse à Léonard de Vinci, l'écluse actuelle, c'est-à-dire l'écluse à sas, où il y a un biais supérieur, un biais inférieur, et un sas fermé par une double porte busquée, c'est-à-dire des portes qui sont fermées non pas sur un même plan, mais sur un plan avec un angle obtus pour résister à la pression de l'eau. C'est donc Léonard de Vinci qui les aurait introduites. En tout cas, elles existent dès le XVIe siècle sur la Vilaine et sur le Lot. Le Lot est la première rivière équipée avec des écluses. Non, c'est pas celle-là que je veux. Et qu'est-ce qu'on faisait auparavant? Il y a eu des systèmes assez astucieux. Déjà, il y avait quelque chose d'assez... Il y avait les pertuis. Alors les pertuis, ça consistait à faire ce qu'on appelle d'abord un barrage à aiguille, comme il y en avait pas mal sur Lyon du côté de Joigny, un barrage à aiguille, c'est-à-dire des espèces de petites de troncs de bois de 10 cm de diamètre environ, qui sont mis côte à côte sur une travée métallique, qui ne sont pas jointifs, évidemment, ils laissent passer l'eau, mais ils freinent considérablement le courant. Ça marque un amont et un aval avec une dénivelée ici, et il y a une partie qui est ouverte, qu'on appelle le pertuis, qui est de dénivelé un peu plus faible. Ce qui explique que c'est quand même un endroit un petit peu délicat à franchir. Les flotteurs de la Lyonne et de la Cure en savaient quelque chose, parce qu'ils devaient passer avec leur train de voie les pertuis, et en général c'était des dénivelés de moins d'1 mètre, hein, mais quand même c'était assez délicat. Et voilà comment on passait les dénivelés avant la construction des écluses. C'est ensuite qu'on a fait beaucoup mieux
avec tout ce qui concerne. Voilà. Voilà l'équipement schématisé, l'équipement d'un canal, l'équipement actuel d'un canal, une prise d'eau, parce que l'écluse, à chaque fois qu'on vidange une écluse, ça fait partir de l'eau, hein, ça affaiblit le niveau du dessus, donc prise d'eau par écluse de garde. Pour remettre de l'eau, rigole d'alimentation qui vient d'un étang, souvent. Le canal, c'est un canal théorique, hein, mais qui groupe tous les aménagements qu'on peut y trouver. On peut trouver un pont canal pour passer une rivière, par exemple à Briard, il y en a un, et il y en a d'autres sur la Garonne également à Agen. On peut faire passer le canal sous une voûte, comme on veut. On peut lui faire couper un méandre pour rationaliser la navigation. Et on peut aussi faire mélanger ces eaux à la rivière quand elle est suffisamment profonde, ce qu'on appelle un racle, où les deux eaux ne sont pas distinguées. Mais après, le racle, il faut bien en sortir. Donc, pour ça, on a un barrage ici qui élève le niveau de la rivière sauvage, tandis qu'une écluse permet de rejoindre le canal, la suite du canal. On détaillera tout ça. Il y a eu de grands projets de canaux qui ont été réalisés de tout temps. On n'a pas attendu Léonard de Vinci, par exemple. Voilà. Oui, vous savez, on avait parlé il y a 2 ans du canal des Pharaons, qui était un canal de Suez avant l'heure, qui avait été construit sur un bras occidental du Nil. Et surtout, mais le plus fabuleux, j'en parlerai en détail, c'est le Grand Canal de Chine, qui a été construit de moins 500 à plus 1300, à travers 3-4 dynasties, qui relie le Yangtze, le fleuve bleu et le fleuve jaune, qui relie en fait la Chine du Sud à la Chine du Nord, et qui a permis aux Chinois de Pékin de manger du riz, puisque le Nord était la zone du blé, ou de l'orge plutôt, et du sorgho, de l'épeautre, des céréales, et le Sud était la zone du riz. Et les empereurs ont exigé le paiement des tributs et des impôts en riz à partir d'une certaine époque. Le Grand Canal a permis d'acheminer tout ça. Et c'est quand même, ça a été une des constructions les plus, je vais dire pharaoniques, mais c'est pas titanesques de l'histoire. Et voilà le Grand Canal de Chine. On dit que c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà le Yangtze. Le fameux fleuve jaune qui coule maintenant ici, alors qu'avant il coulait au sud. Hein, voilà le fleuve jaune. Voilà le fleuve bleu. Et voilà le canal qui va de Pékin jusqu'à Guangzhou. Donc, qui fait communiquer Chine sur environ 3000 km. Communiquer les deux Chines. Charlemagne avait déjà pensé à relier le Danube et le Rhin par la vallée du Main, en créant un canal dont on a retrouvé quelques restes, que les archéologues allemands ont appelé la fosse Caroline, c'est-à-dire par un affluent du Main plutôt, relié à un affluent du Danube. Il n'y avait pas d'écluse, mais on avait fait à l'époque des petits étangs successifs qui permettaient, avec des vannes, que l'on vidangeait, qui fonctionnaient donc comme une écluse. Vous voyez que ça ne date pas d'hier. Ensuite, on aura ce projet a été finalisé en 92, hein, puisque le Rhin, le Main et le Danube sont maintenant reliés et accessibles aux gros automoteurs de 1300 tonnes. Vous savez ensuite que certains canaux maritimes, sans parler du canal de Suez, seront le domaine de la démesure ensuite. Les canaux de jonction comme Suez et Panama, les canaux soviétiques à l'époque de l'URSS. Il y en a un qui a relié la Volga au Don, il y a eu un canal de la mer Blanche pour relier la Baltique et la mer Blanche justement. Et le plus énorme actuellement, c'est un canal qui couperait la presqu'île de Malacca,
qui permettrait d'éviter le détroit de Malacca à travers la Thaïlande. Alors les cours d'eau, c'est une route qui marche, bien sûr, ce sont des routes qui marchent, mais c'est aussi une fabuleuse énergie. Et l'énergie hydraulique, on peut dire que ça a été une des plus grandes découvertes de l'humanité, après le feu. Jusqu'à la diffusion de la machine à vapeur, on ne pouvait pas mettre une usine ailleurs que sur un cours d'eau, autour de son moulin. Le moulin, ça vous fait penser tout de suite aux céréales. Bon, bah oui, le droit de moudre était un droit féodal, ce qui donnait ce qu'on appelait le moulin banal, c'est-à-dire sur le banc étendu sur lequel le seigneur exerçait son pouvoir, tous les paysans étaient tenus d'utiliser le moulin seigneurial en payant un droit, bien sûr. Alors ça, c'était le moulin céréalier, mais il y a à partir de 1050, ce qu'on appelle la révolution technique du Moyen-Âge, certains perfectionnements vont permettre de diversifier l'utilisation de l'énergie. Après la roue, vous avez l'arbre à cames, la bielle. Le moulin va devenir un véritable moteur. On va actionner des pilons, des marteaux, des scies, des soufflets de forge. Vous avez visité Fontenay. Vous avez vu l'arbre à cames, là, le moulin, la forge de Fontenay. Alors ça servait à tout, pour la métallurgie, pour la textile aussi, pour fouler le drap, le moulin à foulon, pour extraire le tanin des écorces qui servaient à tanner les peaux, les moulins à temps, les moulins à chambre et bien sûr les moulins à papier. Vauban, dans ses statistiques, il aimait beaucoup ça, a établi qu'il y avait 96 000 moulins en France en 1698, donc 80 000 pour la meunerie, 16 000 à usage industriel. Et en 1840, les enquêtes agricoles de la monarchie de Juillet, ce qu'ils appellent les usines à eau en activité, il y en a environ 110 000 en France. En fait, jusqu'en 1870, tous les barrages qu'on construira sur des cours d'eau, ça ne sera pas pour l'électricité, bien sûr, ça sera pour l'énergie mécanique. Et on en sait quelque chose dans notre région. Le Cousin a été équipé, mais certains équipements ont subsisté jusque dans les années 30. L'usine Patouret, par exemple, à Mulhousien, a été mue à utiliser sa roue jusque dans les années 30-40. Mais à partir de 1830, quand même, il y a une nouvelle invention qui va permettre d'utiliser les chutes, permettre d'utiliser les torrents de montagne, d'équiper les torrents, oui. C'est la turbine qui, elle, fonctionne non plus sur un plan horizontal, mais qui reçoit l'eau sur un plan vertical. C'est un ingénieur nommé Fournéron qui l'invente, la turbine hydraulique, et on va multiplier les barrages hydroélectriques. On utilise toujours l'énergie mécanique, mais elle est vite supplantée dans les années 80. Dans une région spécifique, ce sont les Alpes. Pourquoi? Parce que on découvre la métallurgie de l'aluminium. Or, elle se fait avec électrolyse. On a besoin de quantité d'électricité faramineuses. Et ce qui fait qu'on va équiper les Alpes en turbines et en barrages hydroélectriques. Avant-guerre, ça commence en 1933, on crée la Compagnie nationale du Rhône, qui, dans cette même perspective de métallurgie de l'alu, va aménager systématiquement le fleuve entre Lyon et la mer. Génissia, Danzère-Mondragon, et en Basse-Provence, on doublera avec une autre utilisation, c'est l'irrigation, bien sûr, et ça sera le barrage de Serponçon sur la Durance. En tout, 19 barrages. Dans le même mouvement, on équipe les Pyrénées et la Dordogne, qui est un escalier de barrage, mais là c'est pour électrifier les trains des lignes du sud-ouest. Alors, vous vous souvenez, quand on était à l'école, on disait que l'énergie hydraulique était la deuxième après l'énergie thermique pour produire notre électricité. Alors, c'était effectivement la deuxième dans les années 60 et elle est tombée à 11% sur l'ensemble des énergies productrices d'électricité. Mais si on parle en termes d'énergie renouvelable, ce que l'on ne dit pas actuellement, on met constamment l'éolienne et le solaire en avant, c'est que c'est toujours, elle représente 50% des énergies renouvelables. Toujours. Il ne faut pas désespérer.
malgré la baisse. Alors le fleuve, ce n'est pas seulement une énergie, ce n'est pas seulement une rampe d'arrosage, c'est un imaginaire, c'est toute une culture. Le fleuve, comme la mer, a été divinisé très tôt. En tout cas, il a toujours eu part au sacré. Autrefois, c'était un dieu. Chaque fleuve était un dieu ambivalent. Les Égyptiens avaient un dieu qui avait des grosses mamelles, qui s'appelait Hapi. C'était lui qui personnifiait le Nil. Donc la fonction nourricière, essentiellement. Mais souvent, le fleuve était représenté non seulement comme un nourricier, mais aussi comme une espèce de démon qui pouvait être terrible et s'affranchir des bons usages. On a retrouvé dans pas mal de sites de guet, de franchissement, des offrandes justement, des monnaies romaines, des haches celtiques, du métal. C'était des offrandes. Et puis souvenons-nous quand même que la religion gréco-latine est basée par... Et la mort dans les religions gréco-latines, c'est un passage fluvial. C'est la barque de Charon, le pilote des enfers. Il faut avoir, c'est pour ça qu'on plaçait une monnaie une obole, une monnaie dans la bouche du défunt pour qu'il puisse payer son passage. C'était le fleuve à péage, mais c'est aller simple. Alors, en dehors de la crainte ou de l'adoration du Dieu, même dans des sociétés qui n'ont pas construit un système, un panthéon complet, la divinisation des fleuves, ça procède de la fascination pour le mystère de l'origine. On veut percer le mystère de la source. On veut percer l'idée de savoir quel est le cours d'eau dominant. Par exemple, à Montreux, vous avez une Seine, 400 mètres de débit seconde, qui reçoit un affluent de 700 mètres cubes de débit seconde qui s'appelle Yonne. Moralité, c'est ça qu'il est, mon fleuve principal. Ben pourquoi alors la Seine s'était hissée comme ça, première en bas? Une histoire de déesse. La déesse de Lyon s'appelle Icona, mais c'était une déesse de seconde zone. La déesse de la Seine s'appelait Sequana et c'était une qualité premium. C'était une déesse supérieure. Le sanctuaire des sources de la Seine est plein de traces d'offrandes votives, de petites statuettes, d'objets fétiches, de monnaies. Alors que la source de Lyon, on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose. Hein. Déjà, il faut la trouver dans sa prairie, là, dans le Haut-Folin. Donc, Sequana était plus forte qu'Icona, et c'est pour ça qu'elle est passée première, malgré les données naturelles. Alors, on a d'autant plus divinisé et sacralisé les fleuves que l'eau douce est censée purifier, qu'elle est sainte, opposée à la fois à l'eau stagnante, qui est répulsive, et à la mer, qui est terrible. L'imaginaire. Ensuite, on a fait des allégories. On a représenté. Voici l'allégorie du Gange, à Rome, dans la fontaine des quatre fleurs. Vous remarquerez que c'est assez viril, c'est assez genré. Le Gange est un balèze. C'est un mâle dominant. À l'opposé, la nymphe de la Seine est tout à fait choucarde. Là, voici. Alors là, on a toutes les nymphes, toutes les rivières féminines sont représentées sur des traits un peu plus apaisants. Voilà. Donc le cours d'eau, c'est un objet naturel, mais c'est aussi un objet rêvé et même fantasmé. Le fleuve, c'est comme la mer. Hein. Ces dangers eux-mêmes créent de l'imaginaire. Ça donne lieu à des légendes, des histoires, des croyances, des rumeurs. On croyait autrefois dans les Alpes, dans l'Isère, et également dans le Rhin, à la présence du drac. Il ne fallait pas tomber dans le fleuve parce que le drac était une espèce de mi-serpent, mi-dragon qui allait vous entraîner les petits-enfants désobéissants. Ben, le drac, il existe toujours dans les rumeurs. Dans l'Isère, c'est le silure. Aussitôt que le silure a commencé à se répandre dans nos bassins fluviaux, il y a eu tout un tas de légendes. Il mangeait les canards, il mangeait... Si votre petit chien va se baigner, le silure va le manger. Il y a eu des fantasmes sur le silure. Quand on voit la taille du bestiau, ça peut se concevoir, remarquez.
Donc la peur est présente dans l'imaginaire fluvial, comme pour la mer. Parce que les habitants des fleuves ont toujours eu l'exemple du tragique, le mythe du lac, le mythe du déluge, c'est la très grande crue. L'expérience des noyades qui est banalisée. Hein. C'est une source de vie, ça peut donner la mort. Regardez l'image de la Loire, elle est ambivalente. La douceur angevine, la Loire, la douceur de la Loire, le climat tempéré, le patrimoine merveilleux, l'abondance de ces poissons. Mais également, il y a la crainte des sables mouvants. Tous les riverains de la Loire savent qu'on ne s'approche pas n'importe comment de la Loire, encore maintenant. Et pourtant, la rivière est devenue un lieu de loisir en Europe. Elle a précédé de peu la mer. Je vous avais parlé il y a 2 ans d'un historien qui s'appelle Alain Corbin, qui est un grand historien des sensibilités, et qui nous avait fait une histoire de l'invention du rivage. C'est-à-dire qu'il avait déterminé le moment où la mer avait cessé d'être effrayante pour tout le monde, hein, et où on s'en était approché, qu'on avait mis un pied dedans finalement, puis 2, puis jusqu'au genou. Bref, que c'était devenu la plage était devenue un lieu de plaisir et de loisir. Ça a été la même chose au XIXe siècle, à l'extrême fin, pour le rapport au cours d'eau. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'outil de production, avec le chemin de fer, avec la vapeur, l'outil de production que constituait le fleuve était de moins en moins sollicité. L'outil de transport, c'était encore mieux. Même chose, révolution des transports, avec le chemin de fer et la route. Donc, il s'est transformé, le cours d'eau, il est devenu en partie une activité, un support de loisir pour une société qui commençait à découvrir le temps libre. Hein. C'est comme ça que sur la Loire, fleuve dangereux, les bateliers ont été au chômage et qui se sont reconvertis dans quoi? Dans la surveillance des bains, souvent dans les grandes villes, comme Blois, Tours ou Amboise, et même jusqu'à en Anjou. Je ne vous parle pas de la Marne et l'Oise, pensez seulement à l'imagerie du Front populaire, qui nous montre souvent, un seul dimanche au bord de l'eau, hein, les fleuves de la région, les rivières de la région parisienne, comme la Marne, l'Oise, Lyon ou le Loing, ça devient les plages de ceux qui ne peuvent pas aller à la mer. Et alors, ce tourisme des fleuves, c'est avant tout la pêche à la ligne qui est devenue un phénomène de masse entre les 2 guerres. Ensuite, c'était vraiment massif, hein, la pêche populaire. Le pêcheur moyen français pêche le gardon comme le chasseur paysan chassait avant tout le garenne, avant le myxomatose. Hein. On avait des goûts modestes, c'était pour tout le monde. Le canoë-kayak s'est ajouté après-guerre, et maintenant on en est comme dans les ports maritimes bretons, il y a des courses des vieilles coques, et ben sur les fleuves et rivières, on a des rassemblements nautiques de la batellerie. Hein. On reconstruit les vieux bateaux. Je sais que la Loire les gens de Loire sont assez actifs là-dessus aussi pour reconstruire les chalands, les gabarres sur la Dordogne. Les croisières sont des petites croisières. Quant aux croisières patrimoniales sur les grands fleuves, ça se développe beaucoup sous l'égide des voyagistes allemands surtout, qui ont un monopole en Europe centrale. Hein. On vend des croisières sur le Rhin, sur le Danube. Sur le Rhône et la Saône. Oui. Jusqu'à Chalon. Oui. La Saône, oui. Les quais ont été aménagés. La compagnie Boat, qui est allemande. C'est essentiellement des Allemands. Le vignoble, dès qu'il y a un vignoble à 10 km, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai intitulé une de nos sessions, vin flotté, vin vendu. Vous allez voir que le vin et l'eau, ça fait des liens millénaires, hélas. Bon, je vais essayer de terminer, je suis un peu long, mais c'est une introduction. Ces fleuves sont menacés, l'heure est grave. Parce que si le canal est une rivière construite, l'égout aussi. Et l'ennui étant qu'ils sont souvent confondus et qu'ils se confondent encore souvent dans la majeure partie du monde. Alors longtemps, on a négligé ça, avant Pasteur et l'invention de la bactérie, parce qu'on croyait à une croyance magique de l'eau lustrale. L'eau douce purifiait les corps, les âmes, l'eau qui court, emportait nos déchets au loin, ça nous donnait une fausse impression de cette pureté. Et pourtant, de tout temps, les hommes ont quand même eu conscience de la potabilité de l'eau douce, hein, par expérience. On essaye et on voit si l'autre se tord dans des douleurs ou des dysenteries pas possibles, ou s'il survit. On a eu conscience de la notion d'eau potable quand même
Tenez, je pense par exemple au guide du pèlerin. En 1139, un moine du nom d'Emery Picot va rédiger un guide sur les chemins de Compostelle. Et pour chaque ville, il dit si les habitants sont accueillants ou pas. Les Basques sont des détrousseurs de pèlerins, par contre les Castillans sont plus gentils, etc. Les Gascons aussi. Et à chaque rivière traversée, parce qu'il parle des ponts où on peut les franchir, il dit si l'eau est bonne ou si elle est toxique. Quand même, il y a des limites. De même, l'assainissement collectif, les égouts, on parle des égouts de Rome, la Cloaca Maxima et les égouts dont ils nous ont gratifié en Gaule, mais des égouts, on en trouve 2000 ans avant notre ère dans les cités de la vallée de l'Indus. Ça n'a pas été copié partout, mais il y avait déjà des égouts empierrés. À Rome, les égouts, et puis au Moyen-Âge, où l'égout romain est abandonné, il n'est pas partout. Les abbayes médiévales continuent la tradition des égouts, du moins dans l'Europe du Sud. Le problème était d'évacuer d'abord les déchets organiques qui étaient autrefois la majorité, les excréments humains, animaux, les abattoirs, les tanneries, les papeteries, le rouissage du chanvre et du lin, qui sont des activités éminemment polluantes, les déchets hospitaliers. Par exemple, nos chers hospices de Beaune, ils sont construits au-dessus de la Bouzèze, la rivière de Beaune, et les déchets de l'hôpital y allaient directement. Et on croyait à la propriété épurative de la rivière. Il y a quand même des limites, mais il y a une certaine biodégradation par les bactéries. Alors dans le monde entier, c'est la même chose, c'est-à-dire que les petits cours d'eau ont toujours été plus touchés, vu la capacité moindre épuratrice, et avec les activités humaines qui se développaient en dehors du purement agricole, enfin si jamais il y a eu des sociétés purement agraires, conscience de la compatibilité des activités humaines avec l'hygiène. En 1828, l'eau n'est déjà plus potable à Paris. Je ne parle pas de l'eau de la Seine, mais des puits artésiens. Les nappes phréatiques, on ne peut plus. Et le tout à l'égout va d'abord amplifier la dégradation de la Seine, vu que les rejets vont se faire en aval de Paris. Ensuite, l'industrie, les sources de pollution seront de plus en plus nombreuses. Et entre 1950 et 80, ça a été la période noire là-dessus, sur certains cours d'eau. Les métaux lourds, le PCB, l'argent industriel, sont les grands fleuves d'Europe centrale et orientale qui ont été les plus atteints. Le Rhin, en 1950, était un vrai égout entre Bâle et Rotterdam. 20 millions de tonnes de déchets organochlorés, d'hydrocarbures, et puis les rejets des sels des mines de potasse d'Alsace, qui ont été un fléau aussi. Ça s'est amélioré parce que les pays, la France, l'Allemagne, la Suisse et la Hollande ont pris quand même des mesures, et l'amélioration est quand même nette depuis 1870. Ça va jusqu'à la reconquête de biodiversité. Et là, il y a un critère qui est reconnu, c'est le retour du saumon et de l'anguille. Maintenant, les saumons, on les voit à bas, ils vont retrouver le chemin de leur frayère suisse. Ils nous piquaient déjà pas mal de choses, ils nous piquent le saumon. Ça va. Parlons des fleuves des pays de l'Est. Alors là, en Tchéquie et en Allemagne, l'Elbe ça a été le pompon aussi. L'Elbe a été très bien servi. Le Danube, toute l'Europe, de l'autre côté du rideau de fer, le marxisme-léninisme célébrait la conquête de l'homme sur la nature sans aucune limite. On s'est contrefoutu des mesures préventives. En Hongrie, c'était la Tissa. Les fleuves russes ont été très gâtés aussi, par le rejet direct. Et alors la Chine et les grands fleuves asiatiques, c'est une affaire qui tourne, encore. Voilà ce que c'est d'être l'usine mondiale. Le plus grave, c'est que quand on a arrêté la pollution, en fait, on n'en a pas terminé avec parce qu'il y a des stocks persistants. Les stocks imprègnent des alluvions. Et les alluvions, ça peut être remis en mouvement par des crues exceptionnelles, par des opérations de dragage, par des tempêtes, et là, ça pollue tout un bassin. Alors qu'on a cessé les activités polluantes depuis longtemps. Les plus concernés, c'est les métaux, le cadmium, le chrome, le nickel, vous connaissez. Et il y a une rivière qui est bien servie dans ce domaine, c'est le Lot, avec 3 tonnes de cadmium exportées annuellement,
qui date d'une activité antérieure qui a cessé depuis longtemps. Les fleuves chinois, record absolu, le Yangtze et le Huanghe. Les fleuves sibériens durablement contaminés, ce qui bouleverse le mode de vie des populations que l'on veut soi-disant protéger, les peuples chasseurs et pêcheurs des péninsules extrêmes voisines du Kamchatka ou du détroit de Bering. Donc il y a 3 dangers qui pèsent encore sur de nombreux fleuves, c'est les effets irréversibles de la pollution, la surexploitation pour irrigation ou usage industriel, l'Inde, la Chine, et le danger géopolitique du détournement de la ressource par une tierce puissance. Je vous ai parlé de l'Euphrate en Turquie, mais il y a quelque chose qui se dessine en Éthiopie, avec le barrage de la Renaissance. Quand on sait que le Nil bleu éthiopien fait 86% de l'eau consommée en Égypte et 95% en période de crue, eh ben, c'est inquiétant, ils veulent faire un barrage qui priverait le Nil de 59% de son débit. Conclusion, ben vous avez vu que le fleuve, c'est un joli paysage, mais c'est un système anthropisé, on parle d'anthropocène, qui n'a plus rien à voir avec un écosystème naturel. Un paysage fluvial, c'est aussi et c'est surtout un espace vécu par l'homme et un espace symbolisé, un espace investi de croyances, également par du patrimoine bâti. C'est une mémoire immatérielle, comme on classe maintenant les biens immatériels à l'UNESCO. C'est une mémoire des activités dont le fleuve a fait autrefois l'objet, qui subsiste dans les mentalités. C'est une construction humaine qui, à chaque époque, est gérée en fonction des priorités successives, ce que dit la géographe Sylvie Brunel, qui n'a pas tort. Chaque civilisation a eu un désir de façonner le territoire selon ses propres normes, croyances et conceptions. Et elle a eu ses propres priorités dans chaque période d'aménagement. Et les suivantes ont eu des priorités différentes. L'usage de l'eau, il y a des croissances à prévoir dans les usages de l'eau, dont dans des domaines qui seront nouveaux, auxquels on n'avait pas songé, comme par exemple le refroidissement de certaines centrales, les usages si certains continuent à vouloir fractionner des métaux par des quantités industrielles d'eau, ça faudra bien les prendre quelque part. Et c'est des besoins qui continuent de peser sur le devenir, sur le profil des grands bassins fluviaux, de façon parfois inquiétante. L'histoire de l'aménagement des fleuves, ça nous renseigne sur la représentation de la nature vue comme fournisseur de ressources, alors que la sensibilité actuelle nous parle de situations dégradées de la ressource et tend à la faire évoluer. Alors, entre une vision conservatoire de la nature ou une vision purement utilitaire, on ne peut pas encore trancher. Est-ce qu'une belle nature, c'est nécessairement une nature intacte? Elle n'a jamais été. Et pour ça qu'il faut avoir une approche historique des relations entre l'homme et le fleuve pour s'interdire les réponses tranchées.